Comment l'assurance maladie universelle peut aider un assuré à faire face aux risques maladie? J'ai commencé par le dire, je vais le renchérir. L'assurance maladie universelle, pour atteindre les objectifs d'universalité, c'est-à-dire de prise en compte de l'ensemble de la population à l'échelle d'un pays, doit être obligatoire. Si l'adhésion reste facultative, celui qui se sent jeune ne voudra pas adhérer pour que sa cotisation serve à soigner les personnes âgées. Si l'adhésion reste facultative, celui qui se sent bien portant et sait qu'il ne tombe pas souvent malade ne trouvera aucun intérêt à cotiser pour que sa cotisation serve à soigner les personnes qui tombent régulièrement malades et qui sont gravataires. Et pourtant, les pouvoirs publics doivent assurer le même accès aux soins de santé à l'ensemble de la population. L'État est là pour tout le monde. L'État n'est pas là seulement pour les jeunes au détriment des vieux. L'État n'est pas là seulement pour les bien portants au détriment des malades. L'État n'est pas là seulement pour les riches au détriment des pauvres. L'État est là pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle ce mécanisme est rendu obligatoire pour obliger tout le monde à adhérer. C'est ainsi que l'État arrive à faire jouer la solidarité au plan national, comme je le disais tantôt, entre vieux et jeunes, entre riches et pauvres, entre malades et bien portants. Mais attention, ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'il y a une différence entre l'obligation d'adhésion et l'obligation de payer une cotisation. Parce que le même État qui oblige tout le monde à adhérer sait que tout le monde n'a pas les moyens de payer une cotisation. C'est là tout l'intérêt d'identification des plus pauvres, des plus vulnérables. Dans certains pays, on les appelle les indigents. Dans d'autres pays, on les appelle les pauvres extrêmes. Ailleurs, on les appelle les citoyens ou citoyennes économiquement faibles. Qu'est-ce qu'on fait de ceux-là? On procède à une enquête sociale rigoureuse pour déterminer leur niveau de revenu. Et ceux dont on constatera qu'ils sont pauvres et n'ont rien à cotiser, l'État va se substituer à eux pour payer leurs cotisations à leur place. Donc, le principe d'obligation d'adhésion, qui est mis en œuvre de façon progressive, ne doit souffrir d'aucune réserve. Pour atteindre l'universalité, l'assurance maladie obligatoire, l'assurance maladie universelle doit être obligatoire. L'État met en œuvre ce principe de façon progressive. Maintenant, on regarde au sein de la population ceux qui n'ont vraiment pas les moyens de cotiser. J'ai parlé tout à l'heure de pourcentage. Ceux qui ont les moyens de cotiser vont cotiser au prorata de leurs revenus, de leur pouvoir d'achat. C'est ce que nous appelons dans notre jargon la capacité contributive de chacun. Celui qui gagne 1 million, il paiera plus que celui qui gagne 500 000. Ce dernier paiera plus que celui qui gagne 100 000. Il paiera plus que celui qui gagne 40 000, ainsi de suite. Maintenant, celui qui n'a pas de revenus, parce que ça existe dans nos contrées, il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, un repas par jour, c'est difficilement qu'ils arrivent à en trouver. L'État ne demande pas souvent à ceux-là de cotiser. L'État essaye de les identifier comme tels, de les mettre dans un fichier et de subventionner leurs cotisations à leur place. Mais là où l'affaire est très intéressante, c'est que même cette personne qui trouve difficilement un repas par jour, l'État paye la cotisation pour elle. Elle aussi peut brandir sa carte d'assurance maladie comme le ministre, comme le député, comme le haut cadre de l'INAM, comme l'opérateur économique. Et celui-là aussi, s'il tombe malade, il pourra aller aux soins comme tout le monde. Il n'y a pas meilleur mécanisme de solidarité que l'AMU. Il n'y a pas meilleur instrument de cohésion sociale et de construction d'un tissu d'équité au plan national que l'assurance maladie universelle. Avec INAM, se soigner n'est plus un souci.